Alors, le livre de Benoît Peeters commence avec la rencontre de Freud et de Ferenczi en 1932. C'est extrêmement poignant cette rencontre parce que Ferenczi allait présenter la confusion des langues dans le congrès de Wiesbaden en 1932 et il voulait le présenter à Freud avant ça. Je veux dire 1932. Ferenczi est mort en 1933. Ferenczi était déjà très malade en 1932. Il était épuisé. Il disait que sa vie c'était d'aller d'un lit à l'autre. Et il se déplace et il va à Vienne pour présenter à Freud la confusion des langues. Freud, qui était dans cette truc, qui n'avait presque plus de contact avec Ferenczi, qui se disait, qui sentait un peu dissidence, trahison, etc., reçoit Ferenczi froidement. Ferenczi épuisé, respirant, montant, il décrit toutes les marches là. Il arrive dans le cabinet de Freud et il commence à lire le texte pour Freud. Et Freud s'impatiente. Freud commence à devenir nerveux. Et puis ensuite, qui arrive? Abraham Brieux. Il fait irruption et il entre. Et Ferenczi, il regarde Abraham Brieux. Et Freud dit, continuez. Donc Abraham Brieux, qui est devenu presque un rival de Ferenczi. Et Freud dit, continuez. Et là, il continue et il sent la tension ambiante. Et il termine, et Freud dit, je pense que vous ne devez pas présenter ce texte dans le congrès de Wiesbaden. Ferenczi essaie de dire quelque chose, et puis ils se disent au revoir. Ferenczi va saluer Freud, et Freud ne lui tend pas la main. Et voilà. Okay. Il présente dans le congrès de Wiesbaden. Avant ça, il y a eu des échanges de lettres entre Freud et comment s'appelle-t-il, celui de Berlin? Abraham? Non, il était mort déjà. Oui, Eitingen. Parce que Eitingen et Jones ne voulaient pas et Brieux ne voulaient pas qu'il présente ce texte. Et il écrit à Eitingen, c'est un texte inoffensif et bête. Donc pratiquement, nous il peut présenter. Qui écrit ça? Freud écrit ça à Eitingen. C'est un texte inoffensif et bête. Ça, c'est Marlène qui raconte. Je ne me rappelle pas d'avoir lu ça, mais Marlène, elle raconte ça en 2009. Marlène Bellilous. Oui. Et là, il présente, et après la présentation, personne ne fait aucun commentaire, et il y a un silence. Il y a un silence. Ensuite, Ferenczi, il parle de Freud de cet événement, et puis après ça, Ferenczi, il décède. Okay. Il décède en 1933, et selon Peeters, commence ensuite une stratégie collective d'effacement du nom de Ferenczi dans l'histoire de la psychanalyse. Okay. Pratiquement menée par Jones. Jones essaye de laisser un peu l'œuvre de Ferenczi de côté. Il parle de Ferenczi comme d'un psychotique. C'est ça. Freud, il écrit avant ça Analyse finie, Analyse infinie, qui a plusieurs noms différents en français. Il y a un moment, ensuite, Balint, c'est incroyable, parce que Balint, qui a fait une analyse chez Ferenczi, arrive la guerre, et il va vers... Balint, c'était l'héritier pratiquement des écrits de Ferenczi. Il vient en Angleterre avec les écrits de Ferenczi, il va demander l'asile. Et puis Jones qui distribuait un peu tous les analystes qui venaient en Angleterre, vous allez
à Manchester, vous allez à Londres, vous allez en Amérique. Il voulait envoyer Ferenczi en Australie. Non. Tu vois Balint. Balint en Australie. Ah oui? Oui, il voulait envoyer Balint en Australie, mais Balint finit par aller à Manchester, au nord de l'Angleterre. Balint, c'est lui qui va défendre les œuvres de Ferenczi, mais Jones, il voulait censurer tous les écrits de Ferenczi après 1928. C'est lorsqu'il considère que Ferenczi a commencé à devenir un peu fou. Donc je dis qu'on devrait refaire une réunion ici uniquement sur les écrits après 1928. Parce que c'est là que vraiment Ferenczi devient... Et qu'est-ce que c'est après 1928 ? 1928, c'est l'élasticité de la technique. D'ailleurs, Balint, il dit, Ferenczi disait qu'il était devenu... Jones disait que Ferenczi était devenu paranoïaque, et Balint, il disait non, il était plutôt dépressif à la fin. Jones écrit la biographie de Freud. Il a accès à la correspondance Freud-Ferenczi avant nous. Donc, il voit tout ce que Freud a dit de lui, tout ce que Ferenczi a dit de lui. Et c'est là qu'il dit que, dans le 3e tome de la biographie de Freud, que Ferenczi était devenu paranoïaque à la fin. Lorsqu'il écrit ça, ça a été une bombe. Balint s'est dit, qu'est-ce que c'est que ça? Elma, la fille de Gisela, dit, mais il est fou ce Jones de dire que Ferenczi était paranoïaque. Clara Thompson, qui a fait une analyse chez Ferenczi, aussi elle lit ça, elle dit à Balint, mais il faut réagir, on ne peut pas laisser Jones dire une chose pareille. Balint, il était très timide. Il disait que Jones avait une position très importante en Angleterre. Il ne voulait pas cogner de front avec Jones, mais il a essayé de défendre un peu. Le fait, c'est que Jones a décédé peu de temps après, et cette idée de la folie finale de Ferenczi est restée. Pour contredire cette idée de folie, je vais vous parler d'une lettre, pratiquement la dernière lettre de Ferenczi à Freud. En 1933, Hitler était arrivé au pouvoir, et puis Ferenczi a dit « ça va mal tourner partout, ils vont arriver en Autriche, et vous devez quitter l'Autriche, aller en Angleterre. » Freud répond « oui, c'est vrai, ils ont brûlé mes livres. » Mais avant, ils m'auraient brûlé moi. C'est ça, mais au Moyen-Âge, ils m'auraient brûlé moi. Et il a dit « et même s'ils me brûlaient moi, s'ils me tuaient, c'est une mort comme une autre. » Okay? 1938, les nazis prennent Anna Freud pour l'interroger, et là, Freud comprend qu'ils ne vont pas seulement tuer lui, ils vont tuer toute sa famille, et là, il accepte de partir. Donc, le fou de Ferenczi, en 1933, juste avant sa mort, il a dit une chose que Freud a pris un peu à la légère. Il a dit non, d'ailleurs, ils ne vont jamais arriver en Autriche. Ils sont arrivés en Autriche, et on connaît le reste de l'histoire. Il était sagace, et pas fou. Donc, Ferenczi, Jones, il meurt, et en 1953, avant la mort de Jones, Lacan écrit à Balint, se disant, marqué, tout ça c'est la fin du livre, c'est très intéressant. Lacan écrit à Balint, se disant, marqué par Ferenczi, sur la question de la responsabilité du thérapeute et sur l'analyse didactique. C'est pas toute la défense de l'analyse didactique, que Ferenczi disait qu'il fallait pratiquement faire une analyse. Il n'y a pas de différence entre thérapeutique et didactique. Et en 1955, Lacan écrit les variantes de la cure type, où il cite l'élasticité de la technique. Mais
celui qui a vraiment introduit Ferenczi en France, c'est Vladimir Granov, à partir de 1958. Okay? Et Judith Dupont, sa grand-mère a fait une analyse chez Ferenczi. Elle est devenue elle est devenue l'héritière après Elma des textes et après Balint des textes de Ferenczi, et elle a commencé à traduire en français. Donc en 1962 commence la traduction en français. Elma décède, ensuite Balint décède en 1970. Judith Dupont hérite les écrits et elle essaye de publier les correspondances de Freud et Ferenczi, et elle se heurte à la résistance de Anna Freud. Et c'est seulement après 1982, vous voyez, donc on est déjà presque à la fin du siècle, lorsque Anna Freud meurt, qu'on va pouvoir penser à publier. En 1992, c'est publié la correspondance Freud-Ferenczi, et donc c'est seulement dans les années, c'est seulement dans les années 90 que on redécouvre l'œuvre de Ferenczi. Donc c'est très récent. 1900, dans les années 90 qu'on redécouvre. Et en 2012, Judith Dupont, elle offre tous les écrits de Ferenczi à la Fondation Freud à Londres. Voilà un peu pour la fin La saga. de cette saga. C'est très intéressant. Ouais, Là, on continue la saga quand même. On refait une séance avec le journal de Ferenczi. Si vous êtes d'accord, on pourrait faire ça. Il faudrait qu'on agende parce qu'on va avant ça parler de Sabine Spielrein, éventuellement avec Béatrice Premazzi qui viendrait présenter. En tout cas, je ne sais pas si tu veux encore dire un mot de conclusion. Je trouve que Ou d'introduction. la conclusion, non, je crois que j'ai dit ce que j'avais envie de dire. J'ai trouvé passionnant cette discussion avec vous, et passionnant de faire ce travail, de reprendre ce travail. Ouais. Donc, je serais intéressée, si jamais à l'occasion une fois, de parler du journal clinique avec vous. Ouais. Mais... En tout cas, on te remercie beaucoup. Enal, il a dit que la correspondance Freud-Ferenczi, c'était la plus intime de Freud, de toutes les correspondances. Et je ne sais pas si c'est un Sermet ou un autre qui a dit que c'était la plus passionnelle des correspondances de Freud. Ben, avec Jung, moi j'aime beaucoup. Oui, à Jung aussi, c'est très Jung, passionnel. C'est les deux plus passionnels. À Jung, c'est délicieux, très c'est extraordinaire. J'ai eu beaucoup de plaisir. Ce sont deux histoires d'amour et qui se terminent mal comme une bonne histoire d'amour. Oui, absolument. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir donné la possibilité de... Merci. C'était très intéressant. Merci à tous. Le journal clinique entamé le 27 janvier 1932 et poursuivi 9 mois durant prend le relais d'une correspondance devenue impossible. C'est un dialogue qui se prolonge in abstentia, en même temps qu'une tentative d'émancipation affective et théorique. Dès la première note, Ferenczi met en cause l'insensibilité dont semble témoigner l'attitude de bon nombre d'analystes. Façon maniérée de saluer, exigence formelle de tout dire, attention dite flottante, qui finalement n'en est pas une et qui n'est certainement pas appropriée aux communications des analysants, grosse de sentiments et souvent présentée avec difficulté. La plupart du temps, le patient se refuse à penser du mal de son analyste.
C'est en lui-même qu'il cherche les motifs du manque d'intérêt suscité par ses propos. Mais cela ne l'encourage pas à aller plus loin. Dès lors, il devient presque impossible d'accéder aux couches les plus enfouies de son histoire. Sándor dresse ensuite un bilan assez amer de sa relation avec Freud. Par-delà les reproches personnels, l'analyse insuffisante, le mariage manqué avec Elma, leurs divergences sont devenues théoriques. Il se souvient d'une remarque récurrente de Freud. Les passions ne sont bons qu'à nous faire vivre et ils sont du matériel pour apprendre. Nous ne pouvons pas les aider de toute façon. Ou de celle-ci communiquée aux intimes. Les névrosés sont de la racaille, juste bons à nous entretenir financièrement et à nous permettre de nous instruire à partir de leur cas. La psychanalyse comme thérapie serait sans valeur. En témoigne, parmi d'autres indices, une lettre de Freud à István Holos, proche ami de Ferenczi et pionnier de l'antipsychiatrie, pour le remercier avec retard de son livre « Mes adieux à la Maison jaune ». Freud assure que cet oubli ne provient pas d'un manque d'intérêt pour l'ouvrage, mais plutôt des interrogations personnelles qu'il a réveillées en lui. Tout en appréciant infiniment votre ton chaleureux, votre compréhension et votre mode d'abord, je me trouvais pourtant dans une sorte d'opposition qui n'était pas facile à comprendre. Je dus finalement m'avouer que la raison en était que je n'aimais pas ces malades. En effet, ils me mettent en colère. Je m'irrite de les sentir si loin de moi et de tout ce qui est humain. Une intolérance surprenante qui fait de moi plutôt un mauvais psychiatre. Ne suis-je pas en train de me conduire comme les médecins d'autrefois à l'égard des hystériques? Mon attitude serait-elle la conséquence d'une prise de position de plus en plus nette dans le sens d'une primauté de l'intellect, l'expression de mon hostilité à l'égard du ça? Ou alors, quoi? Pourtant, selon Sándor, ce désintérêt n'a pas toujours été là. À l'époque des travaux avec Joseph Breuer, Freud devait vraiment croire aux possibilités thérapeutiques de la psychanalyse. Il travaillait dans l'enthousiasme et s'occupait passionnément, avec dévouement, de la guérison des névrosés. Mais Freud a dû être ébranlé et bientôt désenchanté par les rechutes de celles et ceux qu'il soignait, et puis par le problème du contre-transfert, s'ouvrant devant lui comme un gouffre. Il s'est alors persuadé que les hystériques mentent, et peu à peu, il a cessé d'aimer les malades. Si Freud continue d'explorer le champ intellectuel ouvert par l'analyse, il se refuse désormais à l'investir sur le plan émotionnel. Dans un article de 1912, Conseil aux médecins sur le traitement analytique, Freud invitait déjà les analystes à demeurer impénétrables et à prendre comme modèle le chirurgien qui, laissant de côté toute réaction affective et toute sympathie humaine, ne poursuit qu'un seul but: mener aussi habilement que possible son opération à bien. Mais la neutralité prônée par Freud dans l'écoute analytique ne tourne-t-elle pas souvent à une forme d'indifférence? Sándor se refuse à suivre Freud sur ce terrain. Il ne partage pas du tout l'idée que l'aspect thérapeutique soit secondaire. C'est la manière de conduire la cure qui doit être révisée, si l'on veut parvenir à des résultats plus consistants et plus durables. Il s'y est employé, plus qu'aucun autre analyste de l'époque, à force d'essais et quelquefois d'erreurs, qu'il reconnaît volontiers. Malgré ses propres accès de découragement, il a continué à accorder la plus grande attention à ses patients, et c'est ce qui lui a permis de progresser parallèlement d'un point de vue théorique. Ferenczi n'est plus prêt à admettre, entre autres choses, la légèreté avec laquelle Freud a sacrifié aux patients masculins les intérêts des femmes. Ceci correspond à l'orientation unilatérale androphile de sa théorie de la sexualité.
Sándor ne croit plus aux spéculations freudiennes sur le complexe féminin de castration et l'envie de pénis. La sexualité féminine lui paraît autrement riche et complexe. Il reconnaît avoir trop longtemps suivi Freud sur cette question, comme la quasi-totalité des analyses. Et il considère qu'il s'agit d'un des points faibles de Thalassa. La réflexion est restée à cet égard suspendue aux paroles du maître. Une réédition impliquerait une réécriture.